Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Constance Gennari. D'origine italienne, vous l'aurez compris, mais résidente à Paris depuis maintenant quelques années. Elle est la fondatrice de The Socialite Family. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Initialement, une marque, un magazine vraiment spécialisé dans le domaine de la décoration d'intérieur, où elle a vraiment une idée assez géniale, c'est d'aller à l'intérieur de la maison de couples, de célébrités, de gens comme vous et moi, qui avaient une forme de passion pour la décoration, pour prendre en photographie leur espace de vie et vraiment s'immiscer, on va dire, dans leur intimité. Ce succès a été phénoménal et The Socialite Family est devenu un événement. Allez d'ailleurs voir son compte Instagram, plus de 300 000 abonnés, c'est énorme et c'est vraiment extrêmement qualitatif, très inspirant. Tout ceci a donné des idées à Constance, qui est directrice artistique dans l'âme, et qui s'est dit pourquoi ne pas en faire un label. Et donc de fil en aiguille a fait pivoter de Socialite Family d'un magazine finalement en ligne à un vrai label de décoration d'intérieur et de mobilier. On va parler du coup de comment elle a découvert sa passion pour le mobilier, comment elle s'est intéressée vraiment à la notion de beau, ses origines familiales, mais aussi comment elle est devenue entrepreneur et les difficultés évidemment qui s'en suivent. Passionnant, vous vous en doutez. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Constance Gennari. Bonjour Constance. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Ça fait un moment que j'avais très envie d'en savoir plus sur votre parcours. Alors, j'ai fait quand même mes petites recherches. Je voulais commencer non pas par parler tout de suite par The Socialite Family, mais plutôt par parler de création et de comment cet amour du beau, en fait, tout simplement, vous était venu. Donc, si ça vous va, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière et que vous me parliez de votre enfance. Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez grandi? Comment était votre famille? Comment est-ce que vous avez commencé tout simplement à vous intéresser au beau, qui est aujourd'hui votre métier? Merci pour cette question, j'adore. Bah, évidemment, on sort pas une collection de son chapeau du jour au lendemain. En effet, c'est vraiment toute une éducation, qu'on a et qu'on traduit à la fin, à un moment donné de sa vie, par concrétiser quelque chose en fait. Donc moi, je suis née à Paris, d'une mère parisienne et d'un papa milanais. Je suis la troisième sur quatre enfants, donc j'ai deux frères et une sœur, donc Laetitia, Paolo et Marc-Henri, mon petit frère. Et en fait, on a vécu entre Paris et Milan, voilà, toute notre enfance. Moi, j'ai une mère artiste, enfin, qui était commerçante dans la mode enfantine à une époque, mais qui a fait l'école Camondo. Elle allait faire les arts déco avant de rencontrer mon père. Elle a passé sa vie à nous emmener, surtout moi, la petite dernière, parce qu'elle laissait mon frère et ma sœur à la maison, un peu, qui étaient un petit peu plus âgés, donc ils pouvaient rester seuls. Et moi, c'est elle qu'elle traînait tout le temps aux puces. On avait des petits lévriers italiens, donc tout petits lévriers. Donc moi, je traînais, enfin, je baladais les deux petits lévriers, tout en attendant ma mère qui faisait ses allées, enfin, qui était dans les allées des puces de Saint-Ouen. Elle passait son temps là parce qu'elle est collectionneuse dans l'âme. Elle aime ça et puis voilà, c'est sa passion depuis toujours. Donc nous, on a vécu dans une petite maison dans le 16e, toute petite, mais qui était et qui est toujours d'ailleurs très très théâtrale. Parce que voilà, c'est une collectionneuse qui vit sur fond de vinyle baroque, donc elle nous a emmené beaucoup. Encore une fois, toujours plus moi que les deux autres et que les trois autres, parce que mon petit frère est arrivé après, il est né, elle l'a eu plus tard. Donc voir toujours des opéras baroques quand on était petits. Moi, j'ai tout vu, elle avait un abonnement donc voilà, elle écoutait autant les Doors en vinyle que Handel, Gluck, Porpora, donc c'était assez sublime. On avait un clavecin 18e en plein milieu du salon parce qu'elle voulait que mon petit frère joue du clavecin et de l'orgue. D'ailleurs, on avait un orgue dans l'entrée, Incroyable. tout ça très théâtral avec des tissus partout. Elle achetait des vieux rideaux 18e de château qu'elle mettait dans une entrée, puis autre chose. Et puis tout à coup, elle collectionnait l'art premier. Donc on avait des sculptures africaines partout. Elle adore les tapis anciens 18e, que ce soit des tapis chinois ou des tapis perses, mais troués de partout. Mais c'est pas grave, c'est justement parce qu'ils sont d'époque. Quand on était petit, on pouvait pas s'asseoir sur n'importe quel fauteuil parce qu'ils étaient en tapisserie d'époque, donc abîmés, un peu comme dans un musée. Voilà.
Et nous, voilà, quand on venait, il fallait être peigné à table, en robe de chambre, voilà, mettre le couvert, tout ça évidemment avec des verres en cristal, de l'argenterie tous les jours. On a vécu là-dedans, comme dans un théâtre, enfin, comme dans une boutique d'antiquaire, un peu comme on voit au Grand Palais, ces boutiques où il y a beaucoup, beaucoup de tapis partout, mais tout est sublime. Et voilà, c'est des gens qui sont passionnés, quoi. Et donc, un gros, gros bazar. Bazar, mais Donc, bazar chic. un bazar, c'est même pas chic, c'est d'une élégance folle parce que tout est sur la qualité d'un tissu, voilà, d'un tapis, d'une tenture et puis pas très rangé, pas Mmh. énormément rangé, mais elle faisait quand même des grands dîners avec, plein de verres, enfin on était vraiment à Versailles tout le temps, quoi. Donc c'était très drôle, enfin c'était en tout cas nous on était petits, on regardait ça comme ça, elle nous faisait rire, elle est très folklore, quoi. C'est une mère, très, très artiste qui continue à passer sa vie à chiner tout le temps, tous les jours. Elle ne fait que ça. Elle chine, elle, des robes d'église, enfin de prêtres ou des costumes de théâtre, des choses comme ça, quoi. Donc Vous forcément, quand on vit avec une mère comme ça qui nous passe sa vie à nous montrer une couture, un velours, une broderie, enfin c'est une école, quoi. On peut pas être mieux, on peut pas être mieux élevé. Enfin, en tout cas, voilà. Une école du goût et du beau. Et vous, ça a été une vocation pour vous assez tôt, parce que dans ce cas de figure, souvent les enfants, il y a deux choix. Il y a soit en fait ils vont vraiment aller dans le sens des parents, soit au contraire il y a une forme de rejet et on se dit oh là c'est trop, que c'est le bazar comme vous disiez. Vous auriez pu peut-être aussi aller dans ce champ-là. Est-ce que tout de suite vous avez eu une forme de vocation, un attrait pour ça? Ça a été quelque chose qui vous a porté, qui vous a plu, ou ça a mis un peu de temps à arriver? Non, moi j'adorais ça. Je trouvais ça super beau, sublime. Elle nous émerveillait, notre mère, parce qu'elle nous faisait rêver. Elle est rock'n'roll en fait. C'est une femme très libre et en même temps rock'n'roll, dans un baroque fou. Donc moi j'aimais ça. Et à 18 ans, j'ai fait un stage chez un commissaire-priseur parce que je voulais être commissaire-priseur. Donc j'étais chez d'accord. Briest, qui est devenu Briest-Le Fur après. Et c'est un trio un trio qui ont monté Arcurial, pardon, Mmh. de commissaires-priseurs qui ont monté Arcurial, donc qui est en bas des Champs-Élysées. Et donc j'ai fait un stage parce que je voulais passer ce concours-là, qui était en fait un peu comme une charge notariale d'ailleurs, qui se passait de père en fils avant que cette charge ne tombe et soit ouverte aux femmes aussi d'ailleurs, Ouais. aux femmes et à n'importe qui du coup qui puisse faire. Il fallait une licence de droit et un doc d'histoire de l'art pour pouvoir avoir accès au concours des commissaires-priseurs. Donc déjà à 18 ans, je me retrouvais dans un bureau de commissaire-priseur et je trouvais ça assez fou et dingue de pouvoir voir toutes ces œuvres d'art à côté comme ça et de les toucher. On pouvait avoir un basquiat à côté de soi comme ça qui aurait pu être dans un musée aussi, mais sauf qu'on l'avait sur notre bureau à côté. C'est extraordinaire le milieu. C'est un bazar monstre aussi. Ils sont complètement. Enfin, c'est fou. Il y en a partout dans ces bureaux-là de commissaires-priseurs. C'est un petit monde hein, en soi. Mmh. Mais on a accès et surtout, notre culture se fait là, quoi. Notre culture et notre œil se fait en voyant ces pièces, ces couleurs, enfin voilà, toutes ces époques artistiques, enfin moi qui me passionne quoi. C'est sans fin, enfin c'est ma vie. Bon, ça se sent, ça sent la passion. Et quand on consulte votre compte Instagram et celui de Socialite Family, clairement, on voit à quel point le sens du détail est important pour vous. Justement, je voulais, avant de parler plus en détail de Socialite Family, parler plus de processus créatif, parce que vous en êtes la directrice de création, directrice artistique. Et en fait, j'ai la sensation que chacun a une manière un peu différente d'être créatif. Et j'aimerais bien comprendre quelle est la vôtre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes, quand elles produisent, j'ai déjà eu des invités sur le podcast qui me disaient qu'ils avaient besoin d'énormément de solitude, de se renfermer un peu dans une bulle, d'être seul, enfin voilà, de puiser cette inspiration, on va dire, en eux-mêmes. D'autres personnes, au contraire, et moi j'en fais partie, qui ont besoin de voir beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde, donc finalement d'une certaine, voilà, enfin, une boulimie, on va dire, pour pouvoir avoir plus de créativité. Pour vous, est-ce que vous pouvez me parler de votre processus créatif et plus précisément en fait de bah voilà comment vous viennent vos idées, comment est-ce que ça vient, quelles sont vos inspirations? Moi, c'est un peu les 2 en fait. C'est un peu ce mélange-là des 2. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin moi j'ai besoin d'être seule et de me concentrer, mais en même temps de faire aussi plein de rencontres. J'ai besoin d'être seule parce que j'ai des flashs et j'ai besoin de calme
pour travailler. Et moi, je travaille beaucoup en consultant aussi beaucoup de livres, beaucoup de revues, beaucoup de choses. Et pour ça, il faut être seul et dans le calme. Et là, quand je m'y mets, voilà, j'étale plein de livres, plein de choses autour de moi. J'ai besoin d'être seule. Clairement, ça, c'est d'être dans ma bulle et de réfléchir. Voilà. Après, les rencontres sont aussi importantes et passionnantes et nous nourrissent aussi autrement. Voilà, je vois aussi beaucoup de marchands, beaucoup d'antiquaires, mais pas que, des passionnés, les architectes aussi. Voilà, ensemble, on se nourrit, on discute. Donc, c'est un peu des deux. Et je pense que tous les créatifs ont besoin d'être seuls pour réfléchir et vraiment concrétiser ce qu'ils ont dans la tête sur papier, etc. à un moment donné, et aussi quand même se nourrir des autres pour peut-être aboutir et sortir le truc, parce qu'on peut avoir des flashs et un échange peut nous dire c'est ça le truc en fait, c'est bon, je l'ai. Donc c'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Voilà. Après moi c'est constamment dans ma tête. Voilà, j'ai des envies. Après, je suis à l'instinct. Moi, je travaille beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que nous, on a quand même, évidemment, un planning de sortie bien précis chez Socialite en fonction, des saisons, voilà, et des saisons entre septembre, qui est la rentrée, déco avec maison et objets, et là, janvier. Mais, mais voilà, toute la créativité, bon, elle vient instinctivement. Voilà, sur une Mmh. matière, une rondeur. Voilà, j'ai des flashs dans ma tête, mais j'ai besoin d'être seule, en tout cas, pour travailler. Et c'est pas facile de trouver, moi j'ai 3 enfants, de trouver du temps pour être seule. Ça, je peux imaginer. J'ai eu un petit bébé, qui a 17 mois, et du coup, bon, bah, voilà, j'essaie de pas d'être chez moi quand il n'est pas là, ou d'aller dans des musées aussi, beaucoup, beaucoup d'expos, et dans des bibliothèques aussi pas mal. J'arrive à le trouver quand même le temps. Il faut. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois, qui pensent qu'elles ne sont pas créatives et qui ont un peu peur, je trouve, de ce mot et qui ont peur de ces métiers de l'artistique où en fait on passe beaucoup de temps, j'ai l'impression, à s'inspirer et donc à ne pas produire en fait, à juste regarder, observer, prendre des notes, aller au musée comme vous dites. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des personnes qui nous écoutent, qui sont dans des métiers où en fait ils aimeraient être un peu plus créatifs, mais ils ont du mal à l'être, ou en tout cas ils peuvent parfois avoir on va dire des barrières mentales, quoi, où ils se disent non mais en fait c'est une perte de temps, alors qu'en fait j'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, que c'est aussi parfois quand de manière inattendue on va croiser, je sais pas, une belle peinture, qu'on va avoir ce fameux flash dont vous parliez, et donc en fait il faut aussi laisser un peu de place à juste l'incertitude, quoi. Exactement, faut pas trop réfléchir non plus, en fait. C'est pour ça que moi je dis il faut s'écouter, et c'est un instinct. Donc il faut pas non plus se dire: «Tiens, alors est-ce que ce», même pour, par exemple, un décorateur, moi j'ai beaucoup de gens qui changent de métier et qui m'appellent en me disant, de vie, et qui me disent: «Tiens, maintenant je veux être décorateur, mais alors Mm. du coup je me pose la question, alors ce meuble, est-ce qu'il va bien avec l'autre?» Je dis: «Mais enfin, il y a pas de formule magique, Ouais. c'est instinctif. Est-ce que toi tu trouves que, esthétiquement, toi ça te plaît en fait?» Enfin, c'est personnel. Donc, moi j'ai pas tellement de conseils à donner. Moi je trouve qu'il faut vraiment s'écouter et sentir, aller jusqu'au bout de son instinct. Et quand on pense que c'est la bonne matière, en tout cas, ou la bonne forme, ou la bonne, je sais pas, le bon dessin, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Faut se lancer tout le temps, parce qu'on doute constamment en fait quand on est, créatif, justement. Et je trouve que d'ailleurs, il y a une part de créativité dans tout le monde. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés et dans tous les appartements que j'ai photographiés au début de Socialite Family, les gens me disaient: «Ah, mais je sais pas si ça va te plaire, je sais pas si», en fait, Oui, chez il y a tout une le monde, pression, quoi, un peu. il y a une pression, mais chez tout le monde, il y a quelque chose, tant que c'est fait avec son âme et que c'est personnel et que Mm. nous, on aime son appartement et qu'on le trouve agréable, enfin, en tout cas, et qu'on l'a fait avec ses tripes, on va dire, même la kitscherie devient très jolie. Un retour de vacances qu'on va peut-être poser comme ça dans une entrée, ça peut être très joli. Enfin, il faut arrêter de se mettre une pression de dingue. Est-ce que ça va être beau? Est-ce que ça va être dans l'air du temps? On s'en fout, en fait. Moi, je suis contre les modes où il faut absolument avoir la pièce du moment. C'est insupportable.
Après, on retrouve chez tout le monde la même pièce. Ça veut dire quoi, en fait? Qu'il faut suivre. Alors, pour avoir un bel appartement, il faut avoir la lampe Arco ou la lampe machin. C'est non, il faut garder sa personnalité et avec l'âge, normalement, on arrive, un peu d'ailleurs comme dans les vêtements, à trouver un peu plus sa personnalité, son goût au fur et à mesure de son âge, enfin de l'expérience, quoi. Peut-être qu'au début, on tâtonne parce qu'on ne sait pas trop, quand on est un peu jeune, les premiers appartements qu'on met, mais au fur et à mesure, je pense que l'œil s'affine quand même. C'est hyper intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes, en fait, par manque de confiance en eux, n'assument pas d'avoir une personnalité ou enfin voilà, d'avoir un certain nombre de goûts et ont peur de faire un faux pas en matière esthétique. Est-ce que Et vous, les Constance, accidents sont tellement pardon, alors, excusez-moi, non, non, allez-y, je allez-y, au contraire, allez-y. non, mais les accidents sont hyper intéressants. Ce sont pour moi des accidents heureux, quand, voilà, on peut arriver, trouver une pièce qu'on aime et ben, il faut y aller et pas se dire: «Tiens, Hmm. alors je l'achète parce qu'il y a une signature» ou «Je l'achète parce que c'est la pièce que j'ai vue dans le magazine juste avant». Non, surtout pas. Vous l'achetez parce que vous l'aimez et qu'elle vous donne une émotion, qu'elle vous fait vibrer, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on aime la regarder, et pas la regarder 5 minutes. Enfin, moi, chez moi, Hmm. quand les pièces que j'ai, je les aime d'amour, je les regarde, quoi, je les observe et elles me font du bien. C'est ça, en fait, la déco aussi. C'est enfin, toute cette histoire d'univers, tout ce métier qu'on fait, c'est pour nous faire du bien et qu'on en rit aussi. Enfin, c'est de l'humour. Moi, c'est un peu comme les Italiens. Toutes les pièces qu'ils font, les Italiens, dans le design et dans l'histoire de design, c'est aussi pour la fonctionnalité, mais c'est aussi pour s'amuser, pour la regarder. Enfin, s'amuser, c'est pas de rire aux éclats, mais en tout cas qu'elle soit étonnante, qu'elle fasse voilà, qu'elle nous fasse du bien. Vous avez chez vous ou quelque part des pièces, pas dont vous avez honte, mais qui sont des pièces qui vous plaisent à vous et d'une certaine manière, d'autres personnes externes pourraient se dire bon, bah, c'est pas forcément de bon goût, mais vous, en fait, justement, c'est votre kiff, ça vous plaît, c'est vous. Oui, j'ai un fauteuil que j'aime beaucoup d'un Italien qui me fascine et qui s'appelle Osvaldo Borsani. Donc il est décédé, mais il a monté Techno, donc c'était du mobilier de bureau milanais. Et c'est une lounge chair. Alors je sais plus la référence exacte, CH quelque chose 140, je crois, de mémoire. Et en fait, elle fait un peu fauteuil de retraité entre guillemets. Très confort. Heu, ouais, hyper confort parce qu'en fait, on peut soulever, jusqu'aux pieds, quoi. Donc on a l'impression qu'on est, un peu comme dans un avion, mais vraiment la dernière classe, enfin la plus haute, je pense. Ouais. Donc elle fait un peu, fauteuil de retraité, et je la trouve assez drôle. Elle fait vieillotte, quoi. Et donc je pense que ça elle est un peu bizarre pour les gens en se disant: «C'est trop chelou d'avoir ça dans» et moi je l'adore et en plus elle est dans un vieux velours vraiment d'époque, marron clair, enfin bon voilà, très bizarre et je l'adore et d'ailleurs elle peut aussi le dossier évidemment se redresse ou s'allonge, au maximum. J'aime bien cette idée en tout cas d'accident et de fait que tout ne soit pas forcément sur des rails quoi finalement et qui est un peu de bah aussi de c'est ça la créativité quoi qu'on sorte un peu des sentiers battus finalement. Complètement et ça, c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans les sujets d'écho qu'on a, c'est de passer d'un univers à l'autre et pas forcément d'avoir, une unité ou des sujets trop uniformes où tout le monde a la même chose et tout le monde a le même esprit, d'un esprit un peu craft, un peu, naturel, comme un peu, en ce moment où les gens vivent un peu de plus en plus à la campagne, on va dire, donc tout est très neutre, très, naturel a un esprit, mais c'est très bien, hein, c'est très beau, a un esprit beaucoup plus chargé, beaucoup plus «baroque» entre guillemets, qui me plaît énormément. C'est drôle parce que tout ce que vous me dites m'évoque, c'est que finalement, et je le dis pas du tout de manière dévalorisante, au contraire, il faut une certaine dose de confiance en soi pour assumer le fait de ben, mettre un siège pour retraiter chez soi, qui en fait va être cool parce que c'est complètement inattendu, mais bon, c'est pas cool pour tout le monde. Et je voulais savoir si vous, enfin, d'où vous venez cette forme de confiance. J'imagine que ça vient de l'enfance et c'est pour ça que je vous avais posé cette première question. Mais est-ce que vous avez essayé de la cultiver? Est-ce que de temps en temps vous doutez vous-même et vous dites non mais là en fait je vais peut-être un petit peu trop loin ou comment ça se passe de ce point de vue-là? Bah, je doute tout le temps, mais j'aime prendre des risques et comme encore une fois, je suis mon instinct. Il faut pas être trop lisse aussi, parce qu'on devient un peu boring, enfin et voilà, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Moi, j'aime bien dans les collections prendre des risques sur une couleur, un motif, une pièce qui va peut-être pas du tout être dans les codes. Même en interne, j'aime bien parce que les filles, trouvent ça: «Ah, c'est bizarre». Heu
et quand elle trouve ça bizarre, je suis contente, en fait. Ah ouais. C'est justement ce qui m'intéresse. Si c'est bizarre et que t'aimes pas, en fait, enfin, pas que t'aimes pas forcément, mais si c'est bizarre et que ça te trouble et que ça te dérange un peu, c'est que je suis contente, en fait, je vais le faire. Donc voilà, j'ai peur de l'ennui, en fait, c'est ça, c'est que j'ai besoin d'être stimulée tout le temps, donc je vais chercher, toujours, autre chose, une autre forme, quelque chose. Après la confiance en soi, j'en sais rien, j'ai peur tout le temps, hein, j'ai quand même, j'ai confiance, mais j'ai peur, en fait, je sais pas, il faut prendre des risques, sinon la vie est ennuyeuse aussi, hein. Faut se lancer, quoi, faut se lancer dans le vide comme, quand j'ai lancé le site, au départ, les gens comprenaient pas parce qu'ils me disaient: «Mais je comprends pas, tu as pas de business model, Socialite Family, c'est quoi? Des familles, qui montrent leur intérieur avec une interview, mais c'est quoi le business model?» Mais il y en a pas, en fait. Il y en avait pas au départ de business model. Pourquoi toujours avoir quelque chose de carré et d'être toujours forcément de rentrer dans la case? Alors oui, on monte une boîte, il faut qu'il y ait un business model, je sais pas. Pour l'instant, je montre quelque chose que j'ai envie de montrer, qui me plaît. Ça va se dessiner au fur et à mesure et on verra ce qui va en sortir. Mais parfois, tout n'est pas, carré, obligatoirement et c'est pour Mmh. ça que c'est intéressant. Et souvent, des gens me disaient: «Mais je comprends pas, non, mais tu devrais plutôt faire ci ou vendre des photos ou vendre machin». Bah, non, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, grâce à ce blog, au départ, c'était un peu la mode des blogs, quand je l'ai monté en 2013. Donc moi, ça me permettait d'avoir une plateforme, donc c'était sous WordPress et pour montrer cette nouvelle génération de familles qui, moi, m'intéressait. M'intéressait parce que c'était des femmes qui étaient libres, en fait, tout en étant évidemment mariées avec des enfants, mais qui continuaient à travailler, à faire leur choix de vie avec aussi des enfants. Alors c'est dur parce que, on veut tout faire, hein, à 30-35 ans, on va avoir des enfants et puis on veut aussi bosser et puis on veut aussi avoir les moyens de s'acheter, un bijou si on a envie toute seule, pas forcément attendre que son mari nous l'achète. Partir en vacances, voilà, avec ses enfants, les embarquer, donc aussi les élever d'une autre façon que l'éducation que nous on a eue parce que forcément avec des enfants qu'on a un peu plus tard et ben on les élève différemment parce qu'on veut passer aussi du temps avec eux et un temps, quand même très précieux. Donc forcément, bah, ils nous suivent plus qu'à une autre époque, quoi, où on était plus, voilà, les enfants étaient plus dans leur chambre, plus isolés qu'avec les parents, qui avaient plus leur vie, en fait, de l'autre côté. Donc c'était ça qui m'intéressait et puis voilà, ça s'est formé au fur et à mesure où j'ai eu, voilà, des marques qui m'ont appelée et c'est comme ça que j'ai commencé un peu, entre guillemets, «un petit business», mais je voulais pas redevenir une référence en casting de famille non plus. Donc quand il y avait des marques comme Mongo qui m'appelaient pour faire de l'édito web, avec eux et trouver la bonne famille dans le bon appartement, en soi, c'était pas forcément, à terme, ce qui m'intéressait, quoi. Je voulais pas, parce que ça me pointait, au nez, en fait, que je Mmh. devienne un peu, la fille qui trouve les bonnes familles dans le bon appartement. Mais Ouais. je te trouve que voilà, c'est pas ça qui m'intéressait, Il y avait plus assez de surprises et d'accidents, peut-être, dans ce genre de cas? oui, exactement, exactement. Après, si ça devient trop redondant, c'est exactement, ça devient, heu, pardon, moins intéressant. Pour revenir au début justement, du magazine, parce qu'à l'époque c'était un magazine, online, Socialite Family. Est-ce que ça a été pour vous, un espèce de flash? J'aimerais juste revenir au tout début, à l'idée. Je comprends que vous aviez cette envie de mettre en avant des femmes, des familles dans leur univers intérieur, mais comment est venue l'idée, quoi, finalement? Enfin, qu'est-ce qui a suscité cette idée et est-ce que vous êtes décidé rapidement de vous dire: «Allez, c'est bon, je lance un blog, on verra bien ce qui se passe»? Il y a eu un peu des 2. C'est vraiment en observant autour de moi, mes amies, qui me fascinaient, pour certaines où je trouvais: «Mais c'est dingue, d'avoir des appartements, très simples avec quelques pièces, de famille récupérées à droite et à gauche, 2-3 tableaux, sans forcément avoir». Je trouvais ça très beau. En fait, j'avais besoin aussi de leur demander, bah, où est-ce qu'elles chinaient, comment, quand est-ce qu'elles avaient le temps de chiner, parce que voilà, s'occuper aussi de leurs Mmh. enfants et cetera. C'est parti de là, je trouve. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu une transformation. Bon, alors après, c'est très urbain, c'est une certaine catégorie de personnes aussi voilà, dans des villes comme Paris où bah, les filles travaillent quand même pas mal avec des bons salaires. Donc forcément, voilà, dans des appartements assez intéressants. D'ailleurs, tous les appartements que je photographie ne sont pas que des appartements qui font 200 mètres carrés. J'aime bien le préciser parce que souvent les gens disent: «Oui, évidemment, c'est des grands appartements» la photo, transforme aussi beaucoup, les Mmh. grands angles font croire que l'appartement est immense, mais parfois, on a aussi des tout petits appartements qui sont aussi très, très beaux et très mignons et très intéressants. En tout cas, on ne cherche pas dans les sujets, déco absolument, l'appart grandissime, jamais, jamais, quoi.
Bon bref, en tout cas, non, non, mais c'est parti de là, d'une observation un peu sociologique finalement aussi, de voir, comment on élève ses enfants, comment on vit, pour la transmission aussi, la transmission au beau, à ses enfants. Tout est là. Comment on transmet, ouais. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous parliez du fait qu'au bout de quelques temps, et je pense que toutes les personnes qui créent du contenu vivent cette période, bah, en fait, il y a une forme de redondance malgré tout qui se crée parce que bah, voilà, vous l'avez fait 5 fois, 10 fois, 50 fois, peut-être 100 fois. Et même si chaque individu est différent, malgré tout, on se dit, est-ce qu'il faut se renouveler? Je vous cache pas que même moi, en fait, avec le podcast, j'en suis à mon 200e épisode. Ce qui est génial, c'est que toutes les personnalités sont différentes, mais parfois je me dis, pour l'instant, je me lasse pas. Peut-être qu'un jour, je vais me lasser, ou peut-être que l'audience va se lasser. Et donc, en fait, vous, ce que vous avez fait, si je comprends bien, c'est que vous avez fini par transformer le magazine en ligne et en faire un label de création. C'est ça qui a été un peu pour vous l'accident et la nouveauté. J'aimerais bien qu'on en reparle et que vous me disiez finalement à quel moment et du coup pourquoi, enfin qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté ce pas de passer d'un business model qui était plus un modèle de média à un modèle en fait de label. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'était en effet peut-être, comme une sorte d'accident. C'est qu'à un moment alors déjà moi je me suis associée, avec une super nana qui s'appelle Marianne Gosset, 2 ans après. Donc je voulais déjà partager ce bébé et en faire quelque chose, aller un peu plus loin que juste, justement un média en ligne sur la déco et les familles contemporaines. J'ai rencontré Marianne, elle qui avait plus un profil, école de commerce, HEC et cetera, qui était en banque, d'affaires et cetera et qui cherchait un projet entrepreneurial plus concret que forcément travailler, en banque, et ensemble, on a réfléchi à se dire justement, qu comment elle pourrait transformer, ce site en quelque chose de plus concret et de différent. Donc l'idée aussi, c'était on aurait pu faire un sell and see, un genre de sell and see et de proposer aussi des pièces vintage, c'était assez naturel, de faire ça, peut-être en travaillant aussi avec quelques marchands qu'on connaît. Et puis finalement, on a eu un truc improbable, c'est que en allant à une présentation presse La Redoute intérieure, donc déco, ils nous ont dit: «Mais, nous on adorerait travailler avec vous, on ne sait pas tellement comment, vous êtes un média, en ligne, sur la déco», et tout à coup, je me suis dit: «Mais on va leur proposer une chambre à coucher avec le mobilier, donc le lit, les draps, luminaires, fauteuils et cetera, enfin tout un univers autour de la chambre à coucher». Et ils ont trouvé ça, très sympa. Enfin, en tout cas, l'idée leur a plu et donc voilà, me voilà partie dans le Nord, à Roubaix, pour travailler avec les designers, de chaque département, et c'était, passionnant. Ça a très bien marché, c'était une très jolie capsule et avec Marianne, on s'est dit: «Bon, bah, en fait, si on a d'autres idées comme ça», en tout cas moi, j'en avais plein la tête et voilà et on s'est dit: «Bon, bah, on y va». Et on y va avec une première pièce, donc c'était le banc Pankina, inspiré, très Marcel Breuer, voilà, en canage. J'aime beaucoup le canage qui est pareil, le canage, j'ai toujours vu dans l'univers de ma mère ce canage et j'avais envie de commencer par une pièce en canage. Après, voilà, je voulais canage et puis ce métal et puis voilà et puis la forme est née et surtout, c'était une pièce assez nomade, donc qu'il puisse vraiment bouger dans l'appartement, être à la fois dans l'entrée, devant une table de salle à manger, pourquoi pas au bout d'un lit et cetera, donc il trouvait sa place un peu partout. Puis après les coussins ronds et puis après voilà, une pièce, une autre, les plaids, les accessoires. Au départ, c'était un petit peu voilà, une pièce après l'autre, et au fur et à mesure, on a commencé à créer plutôt des univers vraiment, un peu plus «sensés» entre guillemets, c'est-à-dire, plus réfléchis, voilà et voilà, après une chaise, une première et puis après des univers, plus globaux, on va dire. J'ai plein de questions, notamment la première, c'est la rencontre avec Marianne parce que je pense qu'il y a beaucoup de créatifs. Vous aviez quand même, pour parler en termes business, moi je suis plus business même si je suis un peu créative, mais vous aviez un asset incroyable quand même avec The Socialite Family, une très belle communauté, une belle visibilité. Et du coup, souvent, une personne qui a créé ce genre de choses a un petit peu de mal à s'associer parce que, ben, en fait, même si elle sait qu'elle peut être aidée et que plus on est de cerveau et de bras, mieux on se porte, c'est pas toujours facile aussi de laisser une partie de son bébé en responsabilité à quelqu'un d'autre. Et donc, vous, d'après ce que je comprends, ça a été une évidence pour vous. Est-ce que vous pourriez me dire, sans forcément rentrer dans des détails indiscrets, mais quand même, en fait, pourquoi vous avez pensé qu'il était nécessaire que vous fassiez accompagner d'une deuxième personne et qu'est-ce qui a fait que cette personne était pour vous Marianne? Qu'est-ce que Marianne a fait, en d'autres termes, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous associer avec elle et que cette association fonctionne encore aujourd'hui?
Bah, en fait, déjà, premièrement, être toute seule, enfin, moi, au départ, je travaillais de chez moi. Après, j'avais quand même une stagiaire à la maison aussi et je me suis dit: «Mais je vais pas aller bien loin si je partage pas ce bébé avec quelqu'un. Enfin, je vais pas, je vais en vivoter, bon, très bien et puis c'est tout et puis je vais arrêter, en fait». Donc je trouvais que c'était un projet qui méritait d'être partagé avec quelqu'un qui puisse comprendre, aussi, tout de suite et capter tout de suite le potentiel de Socialite, là où j'en étais à l'époque où on s'est rencontrés. C'était il y a 5 ans Mmh. environ. On s'est rencontrés, j'ai lancé en 2013 et on s'est rencontrés 2 ans après, 2 ans et demi après. Et voilà et après avec Marianne, en fait, le fait que ça marche, c'est peut-être aussi parce qu'on ne se connaissait pas. Donc ça peut être aussi, intéressant de pas forcément. Alors il y a des Mmh. gens qui adorent travailler, entre copains. Moi, je trouve que c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a aussi un certain respect, chacun fait sa vie, on est là pour bosser, on s'entend extrêmement bien, toujours depuis 5 ans, 5-6 ans maintenant même, voilà, on parle énormément aussi et on est surtout différentes dans le travail. C'est-à-dire que chacune Mmh. a bien sa part, à elle et voilà et elle a compris tout de suite ce projet-là, elle l'a aimé, il lui a plu, et j'avais envie voilà, de lui dire: «Bah, attends, mais moi, je suis prête à te donner des parts de tout». Bon, après, j'en étais à un point aussi d'une boîte, qui était au début quand même, donc c'était pas, voilà, c'était un pari qu'on prenait ensemble. Ouais. Donc moi, ça m'intéressait et puis il faut aussi, quand on trouve voilà, après c'est un feeling qu'on a forcément tout de suite et il faut faire confiance à l'autre et lui donner sa chance. Lui donner sa chance de pouvoir aussi s'exprimer, quand on sent que la personne, apprécie et vraiment aime à 1000 10 000 ce projet-là, quoi. Donc quand on a quelqu'un en face de soi, qui nous fait ressentir ce dynamisme-là, cette envie qui est aussi forte que la sienne, il faut y aller et je trouve qu'en étant justement généreux aussi dans le partage des parts, se dire, «Bah, voilà, toi je te valorise aussi comme ça», dans le sens où, bah, vas-y quoi, je te fais confiance et donc on est partis comme ça en étant toutes les 2 archi contentes et motivées par ce projet parce qu'on partait de rien et qu'on a dû tout chercher, voilà, 1er designer, qui travaillait avec moi, premières usines, 1er tout quoi, 1er projet qui se concrétise, 1er proto, voilà. Donc après il faut trouver le logisticien pour, enfin c'est tout un truc là. Je vais pas rentrer dans les dé enfin je peux rentrer dans les détails si vous avez votre après-midi. Les problèmes logistiques ou les problèmes, on va dire, on se rend compte quand on entreprend. Moi, ça fait 10 ans que j'ai créé ma boîte que, en fait, malheureusement, le quotidien est beaucoup plus concret que ce qu'on croit et qu'en réalité, souvent, on fait rêver avec des très belles histoires, etc. Que la réalité de ce qui nous occupe, c'est répondre à, alors moi, un exemple bête hier pour un shooting photo, est-ce qu'il faut qu'on paye le gardien pendant 3 nuits de suite parce que sinon, le matériel photo va peut-être être volé, il n'y a pas de personne pour régler ça, il n'y a pas de gardien sur le parking. Donc, des détails, on va dire, très bassement techniques. Donc, je vois tout à fait le sujet. Mais je trouve ça hyper intéressant que vous disiez en fait que vous avez eu la générosité et aussi l'envie d'associer quelqu'un parce qu'une fois de plus moi je pense qu'il y a énormément de créatifs qui ont énormément de talent mais en fait c'est pas facile de monter sa boîte tout seul et c'est pas en fait je trouve un aveu d'échec, au contraire je pense que c'est un aveu de enfin sincèrement d'ambition et d'intelligence en fait d'associer quelqu'un qui va pouvoir apporter autre chose dans l'entreprise et en fait c'est suffisamment rare quand même pour être noté et donc, je trouve ça assez admirable, pour être honnête, parce que moi, je côtoie beaucoup de personnes qui ont peur justement de ça. Et donc, je trouve ça très intéressant que vous ayez osé franchir le pas, alors même que vous ne la connaissiez pas. Ouais. Après, il faut en parler. Moi, j'ai commencé à en parler autour de moi. Tiens, je cherche une personne, un ou une, quelqu'un Mm. qui comprendrait ce projet. Il faut en parler. Il faut faire, voilà, et jusqu'au jour où on a un flash, en tout cas peut-être en face d'une personne qui peut dire, mais tiens, je pense à quelqu'un, vous devriez vous rencontrer et puis on verra quoi. Bah, en fait, si on se lance pas, on fait jamais rien quoi. On n'avance jamais. C'est qu'à un moment donné, encore une fois, il faut les prendre les risques. Il faut se lancer. Moi, j'ai plein de personnes, qui m'écrivent en me demandant justement un peu de conseils sur ça et je leur dis: «Mais enfin, prenez des risques». Moi d'ailleurs, quand j'ai lancé mon site, je partais d'une boîte, à un moment donné, j'étais dans la pub et je me suis mise au chômage, parce que j'étais enceinte d'ailleurs de ma fille, deuxième enfant, en me disant: «Je me donne ces 15 mois ou je ne sais plus, 15 ou 18 mois de chômage pour tenter quelque chose.
tenter ce site-là. Mmh. Et puis après, si ça marche pas, bah, je retournerai bosser, je chercherai un job. Voilà, quand on a bossé avant, je vois pas pourquoi on peut pas retrouver un job, derrière. Donc mais c'était un moyen de me dire, «Je ne fais pas rien, j'ai mes indemnités chômage, donc j'ai un petit sa mon petit salaire quand même, mais entre-temps, je vais préparer ce projet-là qui vraiment me démange. Là, ça y est, c'est Mmh. donc après, il faut être hyper rigoureux et je me faisais mes plannings du matin au soir de boulot mais c'était même pas, une obligation. C'était enfin, quand je couchais les enfants le soir, je retournais le plus vite possible, sur mon ordi pour, dans le calme, pour enfin travailler, quoi. Ça devenait une obsession et un truc, voilà, super, enfin moi qui me remplissait de joie, quoi. Voilà. Maintenant que le label est là et continue à prendre de son ampleur, en quoi est-ce que votre quotidien, votre métier a changé? Parce que vous n'êtes plus juste, entre guillemets, journaliste, même si c'était pas vraiment le cas, mais on va dire blogueuse indépendante. Maintenant, vous êtes femme d'affaires, quoi. Et du coup, en fait, ça m'intéresse de savoir en quoi votre quotidien a changé, peut-être aussi ce que vous avez appris de ce changement sur vous-même et sur l'entrepreneuriat. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, là, maintenant, on est 25, voire un peu plus dans la boîte, donc c'est ça aussi, donc c'est d'avoir plusieurs personnes autour de soi. C'est ça qui est assez, déstabilisant parce qu'il y a il y a du monde. Après, ce qui est passionnant, enfin, c'est en fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'être passé enfin, moi, personnellement, par presque toutes ces étapes-là, pour après, enfin, pouvoir les déléguer à une personne qui, toute la journée, va gérer ça. Une autre Mmh. qui, toute la journée, va gérer encore autre chose. Quand on sait ce qui se passe dans sa boîte et qu'on les a toutes faites un peu comme un restaurateur qui sait ce que c'est que la plonge et puis aussi éplucher ses pommes de terre, faire bouillir ses légumes, puis servir son plat jusqu'au client et lui parler et jusqu'à l'addition. En fait, quand on sait faire tout ça, c'est assez génial parce qu'on sait, enfin, on est détendu si on a trouvé les bonnes personnes pour Mmh. gérer chaque département, chaque poste très bien. Donc voilà, aujourd'hui, on a une très bonne équipe. Le management, bah ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Du jour au lendemain, on doit manager des personnes. Moi, je trouve ça très difficile parce que j'ai déjà 3 enfants. Et là, maintenant, 25 de plus. C'est ça, donc ça, c'est dur. Après, Marianne le fait très, très bien et puis moi, ça va, je suis un peu derrière parce que c'est important d'être là, évidemment et tout, mais non, ce que je trouve, c'est génial, en fait. On apprend tout le temps, on apprend tout le temps. On apprend, voilà, il faut que les gens se sentent bien et il faut aussi leur transmettre notre passion. Nous, on a une très qu'ils soient contents d'être là et heureux le matin quand ils viennent travailler avec nous, quoi, dans cet univers. Je pense qu'on a réussi avec Marianne à leur transmettre, ça. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, voilà, c'est impressionnant d'avoir une boîte qui gonfle, il y a d'autres problématiques en effet. Après moi, je garde très, très précieusement, ce que je fais, mon travail, mon et mes moments de solitude qui sont hyper importants et voilà donc tant que j'ai encore ça et je continue même à photographier les personnes qui m'intéressent de temps en temps, voir la collection aussi, j'arrive quand même à m'octroyer même si ça me prend encore du temps. Mais c'est très, très important de rester très, très proche de ces produits jusqu'à la photo et finale, l'image qui fait que, on va transmettre toujours quelque chose qui reste très personnel et surtout ne pas perdre l'âme, Mmh. d'une boîte quand on commence à être trop Bien et sûr. que parce que les gens pensent quand même toujours à la personne qui est derrière, à l'image qui est derrière, donc i et je veux pas qu'elle change. Donc ça prend encore du temps, mais je veux être là sur tous les shootings collection. Mmh. Si c'est pas moi qui shoote, en images et évidemment pareil, aller encore dans les usines, voir, là ça je perdrai jamais. Parce que si je commence à faire, des RH et moi à faire ça, enfin je on va perdre l'âme du site quoi. Enfin Bien de sûr. la collection surtout de donc ça c'est très, très important. Il faut rester vraiment focus sur son travail depuis enfin l'essence de pourquoi on est là et de ce qu'on fait quoi. Et tout le temps se remettre en question aussi sur l'image, une typo, comment est-ce qu'on peut aussi, faire en sorte que les gens ne se lassent pas aussi sur une image comme on le disait tout à l'heure. Donc chercher toujours autre chose et d'autres moyens pour, rendre, enfin les gens toujours aussi curieux sur, nos créations. Autant en Un média d'ailleurs qu'en création Bien de sûr. collection. Un point qui m'interpelle là dans ce que vous dites, c'est que maintenant vous êtes 25 et donc forcément votre rôle et les interactions autour de vous, elles ont changé et pour autant vous essayez de garder ces moments dont on parlait de créativité, où vous êtes seul, vous réfléchissez, vous avez vos flashs, etc.
Et je peux imaginer que c'est pas facile parce qu'avec 3 enfants, 25 personnes, une boîte en forte croissance, je me reconnais un petit peu, même si j'ai pas d'enfants, bah, réussir à tout faire rentrer là-dedans, c'est pas facile. Est-ce que vous avez mis en place, on va dire, des règles qui sont que, je sais pas, à midi, vous sortez, vous allez faire votre vie et justement, vous avez ces moments-là? Parce que sinon, en fait, je trouve que la vie nous prend dans un flux, dans un flow inarrêtable qui fait qu'en fait, on n'a plus ce temps-là. Donc, comment est-ce que vous arrivez à faire pour le conserver? Oui, bah, complètement. Bah, rien qu'hier justement, on a genre non lundi, j'ai embarqué l'équipe, design, voir l'expo de Sottsass, au Centre Pompidou qui se terminait et Ettore Sottsass qui est un grand, designer, italien, qui a marqué vraiment l'histoire du design avec plusieurs mouvements. Bon, bah, voilà, eux, les filles, je les ai emmenées. Moi, j'avais pas eu le temps d'y aller et que ça se terminait le jour d'après et voilà, donc je les ai embarquées. Il faut absolument ça, c'est précieux, je ne pense qu'à ça, en fait, qu'à ces moments-là où je peux, m'isoler et travailler. Donc, il y a plein de moments dans la semaine où je suis pas là une matinée, pour travailler et donc je fais ma vie et c'est comme ça et ça, il faut le faire tout le temps, donc il faut pas se mettre trop alors j'ai déjà beaucoup de rendez-vous, mais il faut pas s'en mettre trop du coup, pour arriver à se bloquer une matinée ou une après-midi pour soi et pour être en dehors du bureau ou pas d'ailleurs, peut-être être là, mais Mmh. faire des choses en interne ici, tra pour avancer dans son processus quoi, de création. Mmh. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais moi, je peux pas faire autrement, ça me démange, sinon je deviens folle. C'est comme quelqu'un qui arrête de faire du sport et qui, du coup, est pas bien parce que c'est son exutoire, quoi. Enfin, j'en ai besoin. Garder sa liberté, en fait, c'est ça. C'est qu'il Ouais, faut c'est quand même ça. garder. Mais c'est drôle parce que souvent, quand on entreprend, on aime la liberté. Et puis, il y a un moment quand même dans la vie de l'entrepreneur où, ben, notamment quand on commence à avoir des collaborateurs, on est censé être exemplaire, on est sur place, on veut être à leur service et donc on perd un peu cette liberté. Oui, mais si on fait ça, on n'arrive plus à travailler, en fait. On perd sa créativité, on est dépassé, en effet. Il faut surtout pas se laisser, embarquer, tant pis, quoi, tant pis. Moi, je préfère, déplacer des rendez-vous, si alors après ça dépend lesquels évidemment, si c'est hyper important, oui, mais il faut vraiment, s'obliger à garder, ça, enfin ces moments pour soi, Mmh. absolument. Tant pis, ça changera pas le la donne de la boîte, c'est sûr. Mais c'est comme ça, après moi c'est ma boîte donc les gens n'ont pas à savoir forcément ce que je fais, un jeudi matin ou un vendredi, j'ai pas de compte à rendre quoi, voilà, je les rends à Marianne si elle a besoin, mais je veux garder cette liberté-là pour travailler, sinon en fait je suis enfermée et justement on crée sa boîte pour avoir cette liberté-là. Si on finit par s'enfermer, on devient malheureux, en fait. Mmh. Si demain si c'est ça, moi je pourrais enfin ça serait trop dur. Je pourrais plus quoi. Une C'est dernière. précieux ça, c'est vraiment précieux. Et Ouais, elle le c'est sait un. très bien, Marianne d'ailleurs, elle le sait. Elle sait que j'ai mes moments où voilà et je pense que plein de créatifs, moi j'ai pas mal d'amis, stylistes ou autres, qui ont besoin de partir des journées, pour chiner ou elles vont au puces, même de Londres ou ailleurs. Elles ont leur journée de bulle de travail à elles et c'est important. Voilà, c'est normal en fait, je pense, dans des boîtes. Complètement. Une dernière question avant que je passe à mon petit crible du gratin qui sont les questions de fin. C'est en fait tout simplement l'avenir de The Socialite Family, donc qui est devenu un label qui continue à croître, qui continue donc à avoir de plus en plus de collaborateurs et aussi de produits. C'est quoi votre vision pour The Socialite Family dans les 2, 5, peut-être même 10 ans? Quel serait votre rêve finalement pour ce label? Moi, j'adorerais pouvoir le développer plus, à l'étranger et pouvoir aussi à terme pouvoir signer des lieux, à l'étranger aussi, comme des hôtels ou autres. Hmm. J'aimerais beaucoup pouvoir, ouais, faire en sorte de développer cette marque, et ce lifestyle, à l'international. Bah, Ça, j'aimerais beaucoup. c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Pas facile, mais peut-être en commençant par l'Italie, Milano, ça peut être sympa. Ouais, 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 exactement. Bah, là, déjà, on a ouvert, un pop-up, à Lyon, en décembre là et on va, je pense, s'y installer, définitivement. Déjà à Lyon, donc on Génial. commence déjà à descendre un petit peu et Hmm. puis après on va aller, on ira aussi, probablement à Londres à terme, on verra. Mais Super. voilà, Plein de affaire à projets. suivre.
Affaire à suivre. Pour terminer, en fait, j'ai quelques questions que je pose toujours qui sont ce que j'appelle mon crible. C'est un peu des questions perso, vous allez voir. La première, c'est est-ce que dans votre vie personnelle, professionnelle, vous avez vécu un grand échec? Un échec et surtout l'enseignement que vous en avez tiré, un moment qui a été dur, un moment peut-être de doute si c'est pas vraiment un échec. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la partie aussi enseignement. Ouais. Bah, justement, en fait, le site est né, bah, grâce à un échec où juste après, en fait, j'ai atterri dans une agence de pub, que j'ai détesté et j'ai détesté ce milieu. J'ai trouvé que c'était vraiment de l'esbrouf. Les gens questionnent, enfin moi j'aime admirer les gens avec lesquels je travaille et je peux pas citer le nom de la boîte parce que je pense Bien qu'ils sûr. vont pas être Mal le contents. prendre. Mais ils vont se reconnaître et heu et je trouvais ça, enfin voilà, je voulais travailler avec des grands créatifs Qu'est-ce qui vous a déplu dans l'expérience? qui m'ont déçu par la non-culture, par ce bluff, de gens, heu, voilà, qui font les grandes personnes et qui en fait, c'est que du vent, quoi. Enfin, en tout cas, à ce moment-là où moi j'étais dans ce moment de création, j'étais très, très, très déçue et tous les soirs, en fait, je rentrais chez moi en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis avec des impostures les unes après les autres». Payer une fortune en plus, donc ça m'énervait, et je me disais: «Mais c'est du flan, c'est du vent, c'est rien» et en fait, c'est ça qui m'a déclenché, hem, la création de Socialite parce que j'avais besoin de faire vraiment des choses, quelque chose de plus sensé, quelque chose qui me plaise à moi et de pas perdre du temps avec des gens, qui ne m'inspiraient pas et que je trouvais vraiment, enfin que j'ai voilà, que je voulais pas être à leur côté, quoi. Donc ça, c'était un mal pour un bien et qui m'a fait énormément de bien, qui m'a vraiment déclenché, l'envie de pouvoir enfin être capable de faire concrètement, faire cap un truc à moi personnellement et qui m'animait, quoi. Pardon, je suis Mmh. désolée, je me mouche, j'ai un peu le nez qui donc voilà, ça c'était la première question et après la deuxième question, Non, je non, sais plus. c'était la seule question, c'était l'enseignement, mais donc D'accord. l'enseignement, Ouais, probablement oui, non, mais parfois on peut avoir des flashs, une déception qui en fait, nous font rebondir sur autre chose de beaucoup plus sain et de génial. Les échecs ne sont pas que des choses, malheureuses, enfin, pour soi, peuvent nous amener à à un bonheur à terme, en fait, à nous réveiller. Ça peut être des déclencheurs Mmh. et des électrochocs qui font que du coup, tout à coup, on se réveille en se disant: mais évidemment, ça y est, c'est le moment. En fait, ça y est, je suis prête». Donc en fait, c'est bon d'avoir, des échecs, je trouve. Faut toujours prendre le bon côté de je suis assez positive en général. Je vois ça. Constance, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ouh là, Mes questions de fin sont assez difficiles, je vous préviens. Mais j'aurais bien aimé voyager plus parce que là, du coup, on est un peu bloqué en ce moment. ouais. C'est plus ça, vraiment faire voyager beaucoup plus, plus longtemps, parce que même ça, pour la création, c'est très important quand on voyage, ça nous donne quand même une ouverture d'esprit et beaucoup d'idées, c'est assez important et ça, je regrette de pas avoir réussi à voyager assez. Après, ça va, la vie n'est pas finie, hein, j'espère, mais j'aimerais bien, pouvoir voyager plus et c'est Je vrai qu'après, comprends. bon, quand on a des enfants, on freine plus. Mmh. On est moins libre de partir comme ça, au bout du monde du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'après quand on a des enfants, tac, on est un peu collé, quoi. Faut le faire le plus tôt possible, du coup. Exactement, ouais, c'est important ça. Autre question, est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots, en fait, tout simplement, qui vous portent et que vous pourriez partager avec nous, que vous lisez au quotidien, enfin voilà, qui vous inspire particulièrement? Bah, je dis toujours aux filles ici en interne que le mot impossible n'est pas français. Je trouve ça insupportable quand, on travaille avec des gens et même parfois nos fabricants qui disent: «Non, ça c'est impossible». Parce que pour moi, rien n'est impossible, mais dans tout. Donc on va trouver d'autres solutions, on va trouver des alternatives. OK, pour vous, c'est pas possible, bah, on va travailler ensemble pour que, bah, on réussisse ensemble à trouver une solution. Très clair. Encore une question, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire par là, c'est que vous constatez que le monde, le grand public, n'est pas tout à fait d'accord avec, enfin, ou
croient quelque chose et vous croyez plutôt l'inverse. Je vous donne un exemple. J'ai eu sur le podcast une personne qui est mentaliste qui s'appelle Fabien Olicard qui m'a dit moi, je crois que les personnes âgées, en fait, ne sont pas plus sages. Au contraire, il y a plein de biais cognitifs qui font que plus on vieillit, moins on est sage. Ou j'ai d'autres personnes qui m'ont dit moi, je crois que en fait, on vit pas une mauvaise époque. Tout le monde se plaint de l'époque actuelle et en fait, moi, je crois qu'on vit une époque formidable et la meilleure époque qui soit. Bref, est-ce que de la même manière, vous avez une croyance qui n'est pas unanimement partagée? Bah, comme je vous disais, là, je trouve que souvent les gens disent sur la créativité, non, mais moi je trouve qu'il y a un artiste dans tout le monde. Dans toutes les Mmh. personnes, il y a une part d'artistique. Je trouve que tous les gens ont un truc, j'arrive à trouver chez chaque personne, enfin moi, je trouve perso que chez toutes les personnes que je rencontre, il y a quelque chose en soi, quelque chose aussi de notre enfance, quelque chose un imaginaire. On a tous été enfants, on a tous eu quand même à un moment donné euh, jouer sans jouet, enfin jouer avec notre imagination. Et ça me plaît énormément. Donc souvent, quand les gens disent ah non, mais moi, je suis pas une créative, je pense que c'est pas vrai. Je pense que justement, il y a des créatifs en chacun de nous. Mmh. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant à l'esprit. Je pense que j'en ai d'autres, mais là, je sais pas. Bah, c'est déjà une belle remarque parce que c'est vrai que je partage ce constat que beaucoup de personnes se disent, pensent d'elles-mêmes, ont cette croyance un peu limitante de se dire je ne suis pas quelqu'un de créatif et donc n'essaye même pas d'être créatif. Mais c'est dommage, quoi. Exactement. On ne sait jamais où la vie peut nous Au emmener. contraire, au contraire, ça peut être très intéressant. Moi, j'adore parler à des personnes qui pensent ne pas du tout être créatives parce qu'en fait, ils ont des choses très intéressantes au fond d'eux Hmm. qui n'ont jamais voulu sortir ou essayer de sortir parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas créatifs, alors qu'en fait, ils ont plein de très belles choses à montrer et à proposer. Dernière question pour vous, Constance. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont marqué particulièrement, que vous recommandez le plus autour de vous, qui vous ont peut-être transformé aussi? Ça peut être de la littérature, des BD, des livres d'art, peu importe. Moi, j'adore tous les livres d'Omus, de la collection d'Omus. Ah Donc, ouais. en fait, c'est une rétrospective de toute l'histoire du design. Alors, quand on a ça Mm. chez soi, j'aime bien les consulter régulièrement pour avoir des bouffées enfin, ça nourrit sur plein de choses. Domus, c'est fantastique, par exemple. Ça, c'est un incontournable qu'il faut avoir. Même les anciennes éditions aussi de Domus, pas forcément les toutes nouvelles, toutes dernières. Les vieux livres, moi, j'adore toujours les vieilles revues aussi d'art, de déco. Constance, merci mille fois pour votre Voilà. temps. C'était passionnant. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Si on veut vous retrouver, donc ça se passe sur le compte Instagram Socialite Family, bien sûr, sur le blog aussi, donc sur le site internet, je le mettrai dans les notes. Vous avez un compte Insta perso aussi où on peut vous envoyer un petit coucou si jamais on a envie de parler créativité avec vous. Et aussi, je pense que vous êtes sur LinkedIn, si je me trompe pas. Oui, absolument. Ouais, C'est ouais, ça. absolument. Bon, J'y vais pas bah souvent, voilà. mais je Bon, regarde bah, de temps en temps. on privilégiera plutôt Instagram. Constance, merci mille fois pour votre temps et je vous souhaite évidemment tout le succès du monde avec cette belle aventure. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces inspirations et cette idée d'accident que je retiens, que je trouve vraiment très intéressante. Merci mille fois. Merci à vous. C'était aussi très, très agréable comme interview. Je vous remercie pour ce moment passé ensemble. À bientôt! À bientôt.